Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéos à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails, les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut, ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 9 décembre depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient en public avec le soutien de nos partenaires habituels Arken et le défi Azimut. Chaque semaine pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est ici que l'on explique, décortique, décrypte et analyse ce qu'il s'est passé sur la course en compagnie de nos consultantes et de nos consultants. Avec nous ce soir, et je vous demande de les applaudir à nouveau, Marine Legendre, qui est team manager du Biotherm Selling Team de Paul Mella, après une longue carrière et prestigieuse carrière dans l'audit et la finance dans des grandes boîtes type Alstom et EY, comme quoi on peut avoir une deuxième vie après une carrière corporate. Et Paul qui est aujourd'hui 8e au classement de 15 heures. Vous le savez, il y aura un rafraîchissement en cours d'émission à 890,7 000 de Charlie Dalin. Juste à côté de moi, Antoine Coche, que vous pouvez applaudir. Ingénieur et navigateur, il a beaucoup navigué, mais il est là ce soir surtout, d'abord parce qu'il a navigué, mais aussi surtout parce qu'il a conçu avec le cabinet Finoconc les bateaux de Johan Richomme et de Thomas Ruyant, surnommés donc les KFC par, je crois que c'est l'équipe de Charal qui avait trouvé cette imitation, voilà, pour Coche Finoconc. Merci Antoine d'être venu. Et puis notre troisième larron, c'est Charles Caudrelier, que vous pouvez applaudir. Le skipper du Maxi Edmond Rothschild, vainqueur de l'Arca Ultime Challenge, et qui aurait dû être normalement en train de tourner sans doute dans les eaux de l'Indien ou du Pacifique à cette heure-là, sur une tentative de record du trophée Jules Verne, mais malheureusement un dématage partiel dans le détroit de Gibraltar fait qu'il est avec nous ce soir. Je pense qu'il aurait été préféré être en mer, mais en tout cas, Charles, merci beaucoup d'être venu. Et donc on aura dans quelques minutes, si tout va bien, Charlie Dalin, le skipper de Massif Santé Prévoyance, le leader impérial. Je trouvais ça tout à l'heure impérial, mais je pense que c'est quand même le cas. Il domine la course de manière impériale. Le leader de ce Vendée Globe, on aura très peu de temps avec lui, puisqu'il nous a dit que c'est 18h45 lors du rendez-vous, c'était l'heure où le vent rentrait, et donc il aurait une manœuvre à faire, donc priorité à la manœuvre, et on verra si on arrive à l'avoir entre 18h45 et 19h30, la fin de cette émission. On s'est quitté la semaine dernière sur l'attente insoutenable de la fameuse dépression qui devait emmener à grande vitesse Charlie Dalin et Sébastien Simon. Elle est arrivée et ils se sont plutôt bien débrouillés. Alors on va rappeler que Sébastien Simon a cassé son foil. Du coup je sais même plus si c'était ce matin ou dans la nuit ou hier. Enfin bref, il a cassé son foil. Mais jusque là ils s'en étaient plutôt bien sortis. En particulier Charlie qui avait navigué sur le fil du rasoir devant la dépression. Quelle réflexion ça vous inspire ? Moi, j'ai quand même l'impression que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, la manière dont Charlie navigue jour après jour, c'est le patron incontesté de la course. Et cette séquence-là, où il fallait qu'il navigue en avant de la dépression pour attendre qu'elle se comble un peu derrière lui, tout en restant en avant et en profitant de la DEP, c'était assez bien fait. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Marine ? Je pense qu'on s'est tous dit qu'il était un peu fou à un moment donné, et en fait, il a su ne pas nous donner raison. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Je pense que c'était quand même un petit peu risqué, mais il s'en est très bien sorti, et aujourd'hui, il est loin devant grâce à ça aussi. Charles-Antoine ?
Bah, c'est vrai on regardait tous et j'ai croisé beaucoup de gens avec qui on échangeait sur les routages et personne n'avait vraiment envisagé cette option. Quand il a fait, tout le monde a dit, bah, il y a beaucoup de risques. Puis quand on analysait bien les choses, en fait, c'était très, très, très intelligent. Il y avait une prise de risque parce que s'il avait le moindre problème, évidemment, il se faisait rattraper un peu tôt. Donc, mais je pense que c'est pour le connaître, en tout cas, c'est pas un fou. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt assez doué dans la météo, qui travaille beaucoup ça, et je pense qu'il avait une très bonne vision de ce qu'il fallait faire. Et finalement, c'est presque lui qui a eu, sans doute, faudra lui demander, mais le moins de mer et le moins de mer difficile. Voilà, sauf qu'il avait pas trop le droit à l'erreur. Donc, mais voilà, je pense que ça démontre juste sa volonté et qu'on connaît tous de gagner ce Vendée Globe. C'est vraiment, s'il y a une personne, je crois, qui a tout mis dans sa vie depuis quelques années pour gagner ce Vendée Globe, c'est bien lui. Antoine? Oui, ben, en fait, la stratégie de Sabrité dans le centre des dépressions, c'est une stratégie qui est assez connue. Elle avait permis à Mijdej, routé par Jean-Yves Bernot, de gagner la Transat anglaise 2004. Mais c'est aussi une stratégie qui est dans le roadbook de Jean-Yves Bernot. Et c'est une stratégie que IDEC avait utilisée quand ils ont battu le Jules Verne. Donc c'est quelque chose qui est assez connu et ça permet souvent, si on arrive à aller plus vite que la dépression, d'avoir effectivement une mer plus plate et surtout un vent plus stable, parce qu'en arrière du front, le vent est moins stable. C'est un des gros paramètres qui fait ralentir les bateaux. Ça permet aussi, là Charlie et Sébastien, ils avaient un angle plus serré avec le vent, donc évidemment quand on est à 100 degrés du vent, ben, ça plante moins que quand on est vent arrière, donc ça permet d'aller plus vite. Donc je pense que c'est la prise de risque, elle était pas tant à ce niveau-là, qui est encore une fois, ça c'est dans le roadbook de Bernot, donc c'était plutôt le timing par rapport à l'arrivée sur la limite de la zone des glaces, parce que s'ils avaient pas et Charlie a eu la bascule pile poil au bon moment pour réussir à mettre du nord dans sa route, s'il n'avait pas eu la bascule au bon moment, il aurait sans doute été obligé soit de ralentir beaucoup, soit de franchir la zone des glaces. Donc toute la difficulté, elle était dans ce timing-là, et elle était de devoir prendre une décision 3 jours avant l'échéance. Donc de mettre enfin de vraiment faire confiance au timing de la prévision. C'est ça qui était difficile à faire, et c'est pour ça que les autres ont préféré rester maîtres de leur destin et aller dans le nord où ils pouvaient adapter le curseur plus facilement. Et ben le voilà. Allô, Charlie, est-ce que tu nous entends? Allô, Salut Charlie. Thierry, ça va? Ça va et toi? Tu nous entends fort et clair? Ouais, très bien. Je t'entends nickel, comme si t'étais à côté. Eh ben nous c'est exactement pareil. On est en public à la Cité de Laval. Tu vas entendre les gens t'applaudir. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour Merci. échanger avec nous. Est-ce que le vent rentre à 18h45 comme prévu? Ouais. Ça y est, je commence à avoir des rafales un peu plus fortes qu'avant. Ouais. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je chante sur le bateau pour que ça le fasse. Ok, donc Donc voilà. De toute façon, c'est toujours prévu quand j'ai un appel de prévu, il se passe toujours un truc à ce moment-là. Comme ok. ça, au moins, je le sais, quoi. Ok, on était en train de disserter sur ton joli coup de partir en avant de la grosse deb qui t'a emmené jusqu'ici. Est-ce que t'as très bien raconté dans une belle interview à Ouest France le temps que tu avais passé sur le travail météo? Je crois que c'est une dizaine d'heures à la table à cartes. Je pense que tu es déjà dans le coup d'après, mais est-ce que tu peux juste nous dire comment tu as vécu cette séquence-là qui nous a tenu un peu en haleine plusieurs jours, et comment se présente la suite pour toi? Ouais, effectivement, c'était très intense. Comme période, en fait, il fallait vraiment que je perde c'est 0 mètre, quoi, le moindre, chaque mètre gagné vers l'est, c'était important. 2 fois, le vent a commencé à mollir. Déjà, j'ai eu peur, je me suis dit, ça y est, je vais me faire rattraper, mais à chaque fois, j'ai réussi à retrouver un peu de vitesse et repartir et retrouver du vent. Oui, ouais, donc il fallait vraiment que je perde le moins de distance possible, parce que surtout j'avais peur d'un problème technique, quoi. Un problème technique, même petit, même bénin, où il faut ralentir 20 minutes, une demi-heure, là, ça aurait mis grandement en péril l'option. Mais ça l'a fait, et ouais, c'est un soulagement là de voir le centre là se
s'évacuer par mon sud-est là, juste pile au moment où la zone des glaces s'infléchissait là. Donc, voilà, le timing était parfait. Et après, je suis rentré effectivement dans la période, dans la zone un petit peu plus forte de vent, de la dépression, mais comme en fait elle avait perdu en intensité à ce moment-là, j'ai eu que une rafale à 40, je crois, 35 moyens. Donc franchement, rien d'incroyable. Et voilà, c'était assez fou comme expérience. J'évitais de trop dézoomer sur la carto parce que je voyais les énormes flèches rouges tout proches dans l'ouest. Hein. Donc voilà. Mais ouais, c'était un moment assez dingue. Par contre, je vais éventuellement poser une autre question par texte. Ouais. Et sinon, tout va bien. Ça y est, j'ai battu les Cap Lewin tout à l'heure. J'étais en train de faire la sieste. Donc là, ça y est, j'ai commencé le tronçon au long de l'Australie. Même si j'ai passé le Cap Lewin, je suis pas encore dans le Pacifique, puisque le Pacifique, c'est au niveau de la Tasmanie, que tu connais bien, mon cher Pierre-Yves, pour avoir participé à la Sydney au Nord. Merci. Merci. Alors, est-ce que tu es content? Est-ce que ça a suffisamment payé? ouais, oui, alors c'est sûr que ça, en sortie, ça a pas mal payé. Là, le fait que je sois un peu en avance du système actuel, voilà, ça a obligé à faire du jack, de l'empannage, de recalage. Et forcément, un empannage, en soi, c'est du temps perdu parce que tu ralentis le temps de la manœuvre. Et puis après, forcément, tu zigzags pendant que les autres vont tout droit. Du coup, ouais, là, c'est sûr que j'ai perdu un peu de mon gap. Et puis là, maintenant, je refais une course contre les conditions météo, mais c'est un peu moins flagrant, c'est un peu plus discret. En fait, j'ai une dorsale qui va se former là, dans 36 heures à peu près. Et moi, là, mon objectif, c'est de réussir à passer du bon côté de cette dorsale avant qu'elle se forme, ou au moins avant qu'elle soit profonde. Donc voilà, je fais une nouvelle course engagée face aux conditions météo, mais un peu moins, voilà, un peu moins impressionnante, mais aussi efficace potentiellement. Est-ce que tu as une question, Charles? Alors, question de Charles Caudrelier. Allez, vas-y. Je l'attends. J'étais pas prêt. Non, moi, en fait, on s'est tous demandé un peu les conditions qu'il avait, justement. C'est quoi les conditions, là? Voilà, j'ai entre 25 et 32 de vent. La mer, c'est plutôt allongée, là, donc ça plante pas trop. Et voilà, je suis pas encore au max du vent, là. Dans quelques heures, je devrais atteindre le max du vent avant que ça rebaisse légèrement du fait de la position de nord. Ouais. Et puis voilà. Non, mais il est parti, il va pas s'arrêter, il va falloir l'arrêter. Non, la question, c'est que la Tasmanie, justement, c'est une discontinuité météo, donc il y a des... Question Antoine Coche. Est-ce que je suis content de mon bateau? Ouais, je suis content de mon bateau, Antoine. Non, mais les tiens, on l'air vraiment pas possible. J'ai vu que tu n'avais pas envie de naviguer avec d'autres bateaux portants, donc tu préférais aller dans ton coin tout seul. J'ai remarqué ça. Mais non, je pensais plutôt à la météo à partir de la Tasmanie. Du coup, à savoir, tu commençais à te projeter dans les prochains jours. Voilà. Pas facile. J'ai jamais fait d'interview comme ça, moi. Météo à partir de la Tasmanie, je t'avouerais que je me suis pas trop concentré là-dessus là pour l'instant parce que ça dépend vraiment du timing de comment ça se passe la dorsale et tout. Donc pour l'instant, je travaille jusqu'à la Tasmanie et puis après, voilà, je sais que globalement ça va plonger sud-est. Vers la zone des glaces là. A priori, c'est plutôt ça qui va se passer. Mais je regarde pas, voilà. Je perds pas trop de temps pour l'instant à regarder plus loin que la Tasmanie. Voilà. Je sais que je vais se prendre passage et puis après, on verra pour la suite. Allez, une question de Marine Legendre. Oui, bonjour Charlie. Moi, je voudrais savoir ce que ça change d'être devant en termes d'intensité et d'état d'esprit. Au final, pas grand chose. T'es chassé plutôt que d'être chasseur. Je crois que je préfère ça parce qu'il y a toujours effectivement le risque d'un gros départ
Bah oui, il faut mieux être devant, ouais, c'est sûr. Ouais, j'échangerai pas mes positions avec derrière, même si ça revient un peu par derrière, je préfère quand même être où je suis que derrière, c'est sûr. Et ouais, bah après, ce qui est devant, bah t'as toujours l'espoir de prendre de prendre le système d'avance, quoi. C'est sûr que quand t'es derrière, tu peux pas prendre le système d'avance. Par contre, tu risques, le mieux qui puisse t'arriver, c'est recoller. Par contre, quand t'es derrière, bah, t'as toujours le risque que ça parte par devant et que t'arrives jamais à recoller. Donc, bon. Moi, je vais me demander s'il y a beaucoup de changements par rapport à ton premier Vendée Globe. Beaucoup de changements par rapport au Royaume Vendée Globe. Bah, ouais, je vais démystifier l'épreuve. Je pense que j'ai un bateau qui est un petit peu plus adapté en termes d'ergonomie et aussi de performance. Du coup, voilà, c'est quand même. Bah, je vais vous laisser les popos là, parce que là, ça monte fort. Ça marche. C'était sympa de vous avoir. Merci beaucoup. Je passez une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Super. À plus tard. Un grand merci, Charlie. On va t'applaudir, même si tu nous entends pas. J'avais jamais fait une interview comme ça, mais on s'en est pas si mal sorti que ça, ouais. Et ça donnait des séquences assez étonnantes. Bon, il a l'air assez serein et assez droit dans ses bottes. Il nous avait dit 10 minutes, on a fait un tout petit peu plus de 10 minutes. Mais on sent qu'il a quand même du pain sur la planche. Il a donné, vraiment, je vous conseille d'aller voir l'interview qu'il a accordée à nos confrères de West France ce week-end. Il raconte en fait qu'il a pas le temps de faire tout ce qu'il a à faire sur son bateau. Donc il y a un petit taquet sympa sur. Il dit moi j'ai pas le temps d'écouter des podcasts ou de regarder des films. Il dit même je sais pas comment font les gars qui en écoutent. Mais la question sur l'intensité que tu posais, Marine, je pense qu'elle est pas neutre parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est à fond. Enfin c'est logique de dire ça, mais il l'est particulièrement. Après c'est son caractère et tout, mais son interview était vraiment intéressante de voir l'impact qu'il mettait au quotidien dans toutes les choses qu'il a à faire. Et il disait qu'il était à la bourre, quoi. Il a une job list tous les jours. Il est à la bourre. Donc il n'y a pas beaucoup d'étonnement de le voir à cette place-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est étonnant plutôt, c'est d'assumer depuis le début en tant que favori sans jamais rien à lâcher, quoi. Oui, alors malgré tout, je pense que le niveau d'intensité dans les 10 premiers, il est quand même assez proche chez tout le monde. Enfin, dans la vidéo de Johan hier là ou ce matin, je sais plus, dans la brise là, quand il fait un surf. Bon, il dit 34 nœuds. Moi, sur le speedo, je lis 35 nœuds 6 à ce moment-là, mais bon, il a l'air d'être concentré quand même. Hein. Il dit qu'il dort pas beaucoup parce qu'il est bien assis dans son siège, mais qu'il reste au réglage en permanence. Il y a une vidéo de Thomas à peu près au même moment qui dit à peu près la même chose. Donc non, je pense que dans la tête de la flotte, le niveau d'intensité, il est à peu près équivalent chez tout le monde. Oui, c'était pas pour dire, mais c'était la continuité depuis le début. Il y a jamais eu de creux, il y a jamais eu de passage à vide. Ouais, quand on regarde la tête de la flotte, comme dit Antoine, les gars, il y a les bons bateaux, mais il y a aussi les bonnes personnes. Il n'y a pas de secret. C'est tous des mecs qui ont fait le Figaro à très haut niveau, qui ont pour la plupart gagné le Figaro, d'autres qui ont fait gagner la Mini Transat. Voilà, il y a vraiment, je trouve, une division 1 où il y a des coureurs, des bateaux. Il y a pas de tous les cadors et tous les favoris sont là, quoi. Hein. Il y a pas de. Ils sentent bien qu'ils veulent tous autant gagner. J'ai l'impression qu'ils sont tous là pour gagner, ces gars-là. Et du coup, ils mettent beaucoup d'intensité. Maintenant, je pense que d'être premier, ça te donne quand même une certaine force des fois. Ils s'en rendent peut-être pas encore compte, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense que quand t'es devant, t'as une sacrée intensité parce que t'as envie de garder ta place et ça te donne t'es de bonne humeur, quoi. On en entend derrière qui sont un peu plus loin, qui sont un peu moins de bonne humeur. Pas de et même toi, t'es de bonne humeur quand t'es en tête? Non, moi c'est différent, je suis stressé, mais je suis quand même de bonne humeur. Si j'étais derrière, ça serait pire. Ah, c'est ça, ouais. Marine, toi qui t'occupes de Biotherm, dans quel état il est, Polo? On l'a eu ce matin en live, les conditions sont quand même vraiment rudes. Paul, il a fait le choix d'avoir un bateau pas très confortable, on va dire, pour plusieurs raisons. C'est un asset, hein. C'est pas le genre à mettre un siège sur VR1, quoi. Non, clairement, il y a pas de siège à bord, et le confort est vraiment relatif. Donc, je pense que c'est d'autant plus difficile en ce moment dans les conditions de mer et de vent. Après, il va bien. Je pense qu'il est content d'être dans la course. On va dire que c'est le dernier du groupe des 9 premiers.
premier. Il a été dernier, là, il est repassé devant, il est 8e, mais c'est vrai que je pense qu'il a travaillé très dur pour en arriver là. Il a déjà fait The Ocean Race l'année dernière, donc il a déjà fait un tour du monde avec ce bateau. Il connaît bien le bateau, il est content de son bateau et je pense qu'il le connaît dans vraiment les moindres détails. Donc oui, il va bien. Après, c'est très intense. Comme tu l'as dit, Charles, devant, il y a vraiment beaucoup de niveaux. Et d'ailleurs, derrière aussi. Donc il s'accroche, il est à fond. Et je pense qu'il est content d'être là où il est. Ouais. Est-ce que vous êtes surpris de la config du Vendée Globe? On n'est pas tout à fait à la mi-course, hein, il reste encore pas mal de milles, mais jusque-là, est-ce que vous êtes surpris de la configuration de ce Vendée Globe, donc où c'est parti par devant, où des petits groupes se sont formés, où il y a quand même des écarts qui commencent à être conséquents, même au sein du groupe des 10 premiers? Je crois qu'il y a quasiment 1000 milles d'écart entre le premier et la queue de ce premier peloton. Ou est-ce que ça vous semble un Vendée Globe? Tout à l'heure, juste avant qu'on ouvre les micros, je disais c'est un peu chiant, il se passe pas grand-chose. Je fais un peu de provoque, mais voilà, par rapport à d'autres Vendée Globe, on est sur un Vendée Globe qui est purement sportif, je dirais. Oui, et dans ce sens-là, le rythme, il est pas tellement étonnant. Je pense que c'est assez structurel d'un point de vue météo quand on arrive dans le Grand Sud que le groupe de tête justement parte avec la première dépression, ce qui là s'est produit assez tôt puisque c'était dès l'Atlantique Sud. Donc c'est ça qui a fait une première cassure significative dans la course. Après, ce qu'on note, c'est justement la capacité des bateaux de tête et des skippers qui sont sur ces bateaux-là, hein, surtout, mais à tenir plus longtemps justement les dépressions et donc à creuser des écarts encore plus importants. C'est ça qui est la différence significative par rapport à il y a 4 ans, même si les conditions météo sont un peu différentes. Mais malgré tout, là, dans le groupe des justement 8-9 premiers, et il y a un indicateur là-dessus qui est très intéressant, c'est Sam Goodchild, il fait une course remarquable, c'est sans doute une des trajectoires les plus propres de toute la flotte, en tout cas sur la descente de l'Atlantique, mais aujourd'hui je crois qu'il est entre la 7e et 8e place, et ça donne vraiment une idée de la manière dont les bateaux ont progressé en 4 ans, hein. Devant, ce sont soit des bateaux neufs, soit des bateaux de génération intermédiaire, et c'est des bateaux clairement qui à haute vitesse au portant sont plus faciles que celui de Sam. Il y a jusqu'à l'avarie de Sébastien Simon récemment, j'arrive plus à me souvenir si c'est aujourd'hui, hier. C'est samedi, je crois. C'est samedi, voilà, merci. Jusqu'à l'avarie de Sébastien Simon, il y avait en plus en tête de flotte, il n'y avait pas eu, dans tout le premier paquet, il n'y avait pas eu d'avarie majeure. C'était aussi un Vendée Globe assez, qui mettait l'accent sur la fiabilité des bateaux jusqu'ici, hein. Bah ouais, je crois que les bateaux vont plus vite, les bateaux ont aussi progressé, donc c'est normal, c'est la 3e génération de foilers et ils ont tous bossé là-dessus et les architectes sont pas tous sont intelligents parfois, donc ils ont fait des progrès, quoi. Donc non, bah voilà, ça démontre un peu ça, c'est pas que en performant. Les bateaux sont mieux préparés, certains bateaux ont déjà fait un tour du monde en plus, donc il y a eu on a appris beaucoup de choses en quelques années. Donc je suis pas très étonné et effectivement ça démontre un peu ça. Après c'est ce qu'on fait, c'est un peu le rêve, hein. C'est un peu après chacun a ses théories, comment faire la cassure météo, c'est ce qu'on rêve tous de faire, voilà, et heureusement c'est pas encore trop arrivé. Bon, il en a fait une petite là sur un coup stratégique, mais il peut se passer encore beaucoup de choses et c'est vrai que la météo devant est quand même assez compliquée, donc je pense que c'est pour ça qu'il se concentre sur le court terme. Oui, il a éludé un peu la question, hein, sur la Tasmanie. Oui, on tente notre chance à chaque fois, mais ils n'ont pas trop envie de partager effectivement leur vision de la météo à moyen terme, quoi. Ouais, bah c'est pas simple en plus là jusqu'à c'est vrai qu'après la Tasmanie, moi j'ai routé comme lui jusqu'à la Tasmanie et j'ai pas trop regardé ce qui se passait après. Et effectivement, il a un petit dossier où il faut qu'il aille un peu vite pour rester devant un truc, sinon il peut perdre à mon avis beaucoup ou se faire attraper. Donc pour l'instant les routages je le donne, moi j'ai presque un jour d'avance sur lui pour lui en Tasmanie, mais ça vaut pas grand chose. Mon analyse est pas très fine non plus parce que j'ai pas passé beaucoup de temps. Mais ouais, voilà, il a fait une petite cassure, mais je pense que j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir un groupe qui va quand même un peu être déçu. Voilà, mais jusqu'à au moins, je crois, Sam, tout ça, c'est correct, il me semble. Non. Ouais, ça commence pour moi à décrocher avec Nicolas Lulven et Charles. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être se retrouver avec un petit anticyclone entre eux et la tête de flotte. Après, il peut se passer beaucoup de choses derrière, mais. Et là, au stade où on est, il y a toujours rien de joué.
Il y a toujours où on Ah sait, non, on sait que ça va jouer entre les 10 premiers. C'est le principe, c'est le Vendée Globe. Bien sûr, tu bien sûr, l'as bien dit sûr. tout à l'heure, en fait, Ouais. ils sont pas encore à mi-course. Donc, non, c'est sûr, comme disait Charlie, c'est mieux d'être en tête que pas en tête, mais non, la course est très très longue et il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire du Vendée Globe, il suffit de remonter à il y a 4 ans pour voir des écarts de 600 000 réduits en quelques jours, mais ça s'est vu aussi l'an dernier sur The Ocean Race, hein. Je pense qu'à un moment, Holcim, sur l'étape du Sud, avait 600 000 d'avance et il a vu toute la flotte revenir en 3 jours. Donc non, c'est pas du tout fini. Il y a la gestion des bateaux aussi, hein. On voit, je pense que Thomas, notamment, bah, c'est son 3e Vendée, et il a envie d'aller au bout et il sait que avoir un bateau en bon état pour la remontée, c'est une des clés de la réussite. Et d'ailleurs, je le trouve très reposé sur ses vidéos, etc. Donc je pense qu'il est en forme, qu'il vérifie bien son bateau et qu'il sait que c'est pas une transat et que c'est pas à la poignée dans le coin tout le temps et qu'il faut gérer le bonhomme et la machine. Donc non, l'histoire est loin d'être finie. Marine, le fait d'avoir fait The Ocean Race, quand tu as un skipper qui repasse au même endroit avec le même bateau quelques mois après, ça rassure. Tu te dis qu'il est déjà passé, il va pas faire le cacou à Oui, surfer les vagues à 35 nœuds. En plus, il l'a fait avec des coéquipiers. Qui sont tous concurrents aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, hein. c'est ça. Bah, il y a eu Sam On avait Davis, Anto Marchand l'autre jour, ouais, et Damien Seguin qui était à bord, effectivement, Anto Marchand. Et c'est vrai que de le faire une première fois en répétition à 4, avec tous les problèmes techniques qu'ils ont eu, parce qu'ils ont quand même eu un certain nombre. Aujourd'hui, on se rend compte que le bateau, il a été bien préparé. Il a eu 2 ans de préparation de toute l'équipe. Et en fait, il y a tellement moins de casques que tout ce qu'on a essuyé depuis 2 ans que bon, c'est assez positif. Et on parlait aussi des équipes qui sont mieux préparées. Je pense que moi, c'est mon premier Vendée Globe, mais on entend beaucoup que les équipes se sont vraiment professionnalisées ces dernières années. Et là, tout le monde s'est vraiment donné à fond pour que ça fonctionne. Donc oui, je pense que faire The Ocean Race on va dire en répétition du Vendée Globe, je pense que ça permet vraiment de connaître son bateau. Et surtout, c'est vrai qu'un Vendée Globe tous les 4 ans, et pour Paul, c'était il y a 8 ans le dernier, je pense que ça lui a fait du bien de faire un petit tour sur les mers du Sud l'année dernière. Une petite question peut-être plus psychologique, de voir Charlie réussir ce genre de coup, de voir la manière dont il domine la course, même si, encore une fois, rien n'est fait. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un peu d'impact psychologique, peut-être pas forcément sur les 3 qui sont derrière lui, parce qu'on voit que on a dit que les écarts bougent beaucoup, hein. Je crois que Johan et Thomas on lui ont repris quasiment 200 000 sur ces dernières 24 heures, donc ça bouge beaucoup. Mais vous pensez quand même qu'il y a une dimension psychologique, une partie d'impact psychologique quand on voit un marin qui réussit ce genre de coup? On a senti certains d'entre eux à la vacation dire je pensais pas que ça allait passer. Peut-être que j'ai été trop prudent. Est-ce que cette dimension-là, à ce stade de la course, au bout d'un mois, ça peut entrer en compte? Alors honnêtement, je pense dans le groupe des 4 premiers, c'est vraiment des super compétiteurs. Et alors, à part les vexer un petit peu pour les remonter un peu plus au cas où ils le seraient pas assez, je pense pas qu'ils soient tellement sensibles à ce genre de choses, non. Pas d'impact psychologique pour toi, Charles, quand on voit ce genre de... Ouais, je pense qu'il y a. Approche-toi bien du micro. Je suis un peu d'accord avec Antoine. Je pense que quand on connaît les caractères des 3-4 qui sont derrière lui, j'ai pas l'impression que ça les perturbe beaucoup et qu'ils ont vraiment fait leur choix. Voilà, et donc. Puis c'est un choix qu'ils ont fait en conscience. C'était pas un mauvais choix. C'est pas. Oui. Parce que. Oui, c'est le choix de Charlie qui était particulièrement osé, ouais. Ouais, encore une fois, c'est une classique d'un point de vue météo, mais c'était hyper osé de prendre une décision dont la réussite était basée sur un timing aussi serré et que tu devais prendre 3 jours avant, à un moment où les météos, peuvent être un peu, la prévision peut être un peu instable. Mais les autres, ils ont choisi d'avoir les cartes en main et d'avoir l'option d'aller vers le nord au cas où ça partirait un peu en vrille et que les conditions soient trop mauvaises. Donc c'est un choix qu'ils ont fait en conscience. Donc à partir de là, il y a pas de souci. Alors, tu t'es fait un tout petit peu, pas chambré, mais par Charlie quand il t'a demandé si ta question c'était est-ce que savoir si mon bateau est bien. Donc, toi, quel bilan tu fais de ces premiers 10 000 milles je lui ai répondu, c'est qu'à mon avis, il a pris cette option-là parce qu'il n'avait pas envie d'être bord à bord avec Thomas et Johan au portant. On n'a pas entendu, ça s'est superposé. Je crois que c'est eux qui voulaient pas être bord à bord avec lui au reaching. Donc là, je vais résumer pour ceux qui comprennent pas le jeu de posture. C'est le team Verdier qui fait construire un nouveau bateau par Guillaume Verdier, et donc c'est aussi le bateau de Charlie.
Mais d'ailleurs, il est peut-être temps qu'on arrête de parler du Vendée Globe et qu'on commence l'interview de Charles, parce que j'ai plein de questions à poser sur Gitana 18. Ouais, mais moi, j'ai pas de réponse. Je comprends rien, tu sais bien. Je suis pas architecte. Hein. On va dire, mais quand même, Antoine, tu n'échapperas pas à la question. C'est quoi le bilan que tu tires de tes designs jusqu'ici? Donc je rappelle, hein, vous avez une forme de carène assez spécifique qui est faite pour les conditions actuelles. Est-ce que tu es content? Est-ce qu'ils sont contents? Quel bilan tu tires, si on peut déjà en tirer un? Ouais, ben alors ils sont bien occupés en ce moment, donc on n'échange pas trop. Donc je regarde comme vous avec beaucoup d'intérêt les vidéos. Je trouve qu'ils ont l'air assez bien dans leur basket, Thomas et Johan, assez bien reposés. Donc je pense que de ce point de vue-là, ils sont assez en confiance et assez en contrôle avec leur bateau. Avant qu'il y ait séparation de trafic et que Charlie et Sébastien partent vers le sud, c'est Johan qui était en tête. Après être revenu assez fort sur Charlie et Sébastien dès que le vent a donné, du coup, en fin de semaine dernière. Et Thomas était pas loin derrière. Au Cap Finistère, on a vu aussi que dès que c'était du portant avec du vent fort et de la mer courte, Johan et Thomas étaient revenus très fort sur Charlie, puisqu'ils s'étaient même passés devant. Donc à chaque fois que c'est du portant dans des conditions difficiles et que les bateaux sont dans les mêmes types de conditions, on a l'impression que ça se passe pas trop mal. Et voilà. Et dans certaines conditions, on a vu que les points forts de Massif qu'on connaissait déjà. Alors je dirais pas tant que ça au reaching, contrairement à Charles, mais plutôt au près. Enfin sur sortie de poteau noir sur mer plate dans 14 nœuds de vent. Là, c'est clair qu'il y a un avantage pour Massif, mais qui est aussi renforcé par des choix de plan de voilure. Donc, ça n'est pas que la carène. Il y a aussi d'autres choix dans le développement du bateau qui conduisent à ces différences. Bon, en tout cas, jusque-là, c'est plutôt sympa. Ça nous donne une bataille franchement intéressante. On va pouvoir poser quelques questions quand même sur Gitana 18. Sur Gitana 18. mais avant, je voulais savoir si vous aviez regardé un petit peu la suite. Alors toi, Charles, tu disais que tu n'avais routé que jusqu'à la Tasmanie. Antoine, tu as regardé un petit peu de ton côté, et Marine, vous avez regardé un petit peu sur comment ça se passait. Est-ce qu'il y a une séquence intéressante à venir? Ouais, je pense que tout va jouer la prochaine DEP. On va voir si Charlie on laisse les autres derrière, parce qu'il y a un peu de molle derrière la DEP. Donc moi personnellement, j'espère que les autres vont passer, mais c'est vrai qu'il va peut-être créer un écart encore plus grand à ce moment-là. Donc on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Oui, moi j'ai pas fait une analyse très poussée, mais simplement en général il se passe quelque chose puisqu'il y a de nouvelles DEP qui arrivent. Par la Nouvelle-Zélande ou la Tasmanie, donc c'est une discontinuité météorologique, donc il se passe beaucoup de choses. Je crois d'ailleurs, Charles, l'an dernier, qu'il s'était passé des choses pour toi quand tu étais passé par là. Donc oui, c'est un endroit où il peut y avoir ou blocage ou accélération des premiers, donc c'est sûr que ça va être un point critique important. Charles, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est l'ambiance de l'Indien? Parce qu'on voit des photos, mais les images écrasent un petit peu tout. On les voit, ils sortent pas beaucoup de leur bateau, hein, et pour cause, ils ont pour la plupart d'entre eux des bateaux fermés. Est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance de ce coin-là? Bon, écoute, c'est pas la même ambiance, je pense, à bord de Gitana 17 qu'à bord d'un IMOCA. On va plus vite, mais il y a, je pense, quand même plus de confort. Le fait de voler, c'est quand même très agréable. La taille du bateau aussi. Bon, c'est un bateau en plus dessiné par Antoine en partie, donc il est incroyable. Donc, non, écoute, l'ambiance, c'est que la mer est pas toujours agréable et que le vent est très instable. On peut le voir. Moi, j'ai quand même quand même été assez gâté, mais on se rend moins bien compte peut-être sur ces gros bateaux-là. Mais j'ai plus de mauvais souvenirs en monocoque qu'en multicoque. Et effectivement, c'est l'instabilité du vent et très compliqué à gérer. Ça, c'est pénible et donc c'est très stressant et c'est ça qui est dur et c'est rugueux parce qu'il fait froid, parce que c'est dur, donc tout fait que pour te stresser un peu, donc c'est là où c'est difficile. C'est vraiment un peu des rares endroits où autour de la planète, en tout cas, des fois tu ralentis parce que tu te dis là, si tu serais au milieu de l'Atlantique, j'attaquerais plus, mais t'es un peu isolé, donc t'as toujours ce petit stress au fond de toi qui te dit je suis un peu tout seul au monde s'il m'arrive un problème, donc tu navigues un peu différemment. Donc voilà, mais là, je trouve que c'est vraiment difficile, surtout que les bateaux sont quand même ils sont assez costauds puisqu'ils tiennent, mais on sait quand même que c'est des bateaux très optimisés, très extrêmes par rapport au Volvo que j'ai fait, où
t'as des risques d'avarie quand même. Bon, Sébastien, voilà, est-ce que c'est dû à peut-être un surmenage? C'est difficile de gérer ces bateaux-là parce qu'ils demandent qu'à aller très vite, on le voit bien. Et c'est difficile de placer le curseur dans ces moments-là, quoi. Donc, t'as pas le droit à un moment d'être trop toilé ou de partir en survitesse. Et là, sur un planté, tu peux faire beaucoup de dégâts. Donc, c'est pas simple à gérer. Ouais. C'est très stressant comme endroit. Ouais. Et le Pacifique, quand t'es dans l'Indien, le Pacifique, tu vois ça comme un océan qui est censé être un peu plus confort, un peu moins, avec une mer un peu plus rangée. Ouais, culturellement, on dit que l'Indien c'est le pire parce que la mer est plus mauvaise. Il y a il y a peut-être plus de courants et de variations de choses, mais bon, moi mes pires souvenirs ça a été dans le Pacifique, donc par expérience, voilà, c'est plutôt ça. Et tu descends aussi un peu plus sud souvent à la fin, à l'approche de, donc il fait encore plus froid, donc c'est pas toujours très agréable. Donc ouais, non, il y a pas de. Et en fait, c'est bien après le Cap Horn et souvent longtemps après le Cap Horn, parce que les quelques jours après le Cap Horn, ils peuvent être aussi très très pénibles. Toute la cordillère des Andes, là, le tour de la pointe de Cap Horn, c'est quand même un endroit très très pourri quoi, en météo. Et... Ça nous fait rêver, hein. Marie, une petite question pour toi spécifique. Tu disais tout à l'heure que c'était ton premier Vendée Globe, et un peu comme Alison Mousselon qu'on avait reçu dans un épisode précédent. Comment vous êtes organisé? Alors, du coup, je ne commettrai pas deux fois l'impair de savoir si vous transmettez des infos et tout, pas du tout, c'est pas ma question, mais du coup, comment s'organise la veille? Tu disais tout à l'heure que, avant qu'on commence, que Paul était du genre à pas beaucoup solliciter, plutôt pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous êtes organisé comment? On voit, si vous vous promenez sur la base, hein, les teams profitent de beaucoup de choses. Hein. Il y a plein de gens qui vont ailleurs pour faire la veille. Le hangar du team Arkea Paprec, là, il est désossé, complet. Hein. Si vous allez en sortant, vous le verrez. Donc, c'est aussi la période des travaux et de la préparation de la saison d'après. Vous êtes organisé comment et comment se fait le suivi à terre? Donc on est une petite équipe, on est 8 en plus de Paul, donc on est 4 à être d'astreinte 24 heures sur 24 avec des compétences différentes. Il y a notamment le boat captain, la directrice technique et notre électrologue, en plus de moi qui sommes 24 heures sur 24 de veille. Comme tu l'as dit Paul, il nous sollicite très peu, c'est sa personnalité, hein, ça a toujours été le cas sur toutes les courses. Donc à part problème technique, déjà il va pas nous écrire pour nous dire comment il se sent, ça c'est un vrai solitaire, donc bon, pour nous, c'est quand même des vacances aussi, hein, c'est pas plus mal. Et ensuite, quand il a des problèmes techniques, il nous écrit, mais jusqu'à présent, ça a été vraiment très succinct. Et ensuite, moi, je le contacte aussi pour les demandes des sponsors, les lives avec le bateau, par exemple, ou lui demander de nous envoyer un peu de contenu pour nos partenaires. Mais c'est vrai qu'on est peu sollicité et j'ai cru comprendre que c'était pas le cas de toutes les équipes, parce qu'entre équipes, on discute beaucoup, évidemment, et certains sont en lien avec leur skipper presque 24 heures sur 24. Or, nous, c'est pas le cas. Nous, c'est un peu, on lui écrit en mode, on veut savoir si tout va bien, parce qu'on n'a pas de nouvelles depuis 3 jours, donc voilà. Donc, en mode donne des nouvelles, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, l'autre partie de l'équipe est complètement en vacances, on va dire. Et après, ça n'empêche que nous, on travaille aussi sur la suite. Donc là, on a Biotherm qui nous accompagne jusqu'à fin 2025. Donc on a des choses encore à construire avec eux. Et puis derrière, comme toute équipe, on a envie que ça continue. Aujourd'hui, c'est pas prévu comme ça. Donc on travaille aussi sur la suite. On profite de ce temps un peu plus libre, parce que depuis 2 ans, on a beaucoup travaillé, enfin 2 ans et demi, 3 ans, on a beaucoup travaillé. Là, on a un peu plus de temps et ça nous permet de nous projeter sur la suite et d'essayer de construire la suite avec probablement peut-être un nouveau bateau, qui sait. Alors, merci pour la transition, parfait. À propos de nouveau bateau, qu'est-ce que tu peux nous dire, si tu peux nous dire des choses sur le nouveau Gitana 18, et puis après on donne la parole à Antoine qui a plein de questions. Oui, parce que là, je sais pas si tu vas avoir beaucoup de réponses. Non, quand même, si je lui pose pas de questions. C'est difficile de beaucoup répondre. Ça va être un multicoque et qui va aller plus vite. Et voilà, non, bah écoute, ça, vous pouvez l'applaudir. Je pense que franchement, c'est un peu, je pense que ça va être la même histoire un peu que ces bateaux-là. En tout cas, on a un peu la même analyse qu'a eu Antoine sur ces monocoques, je crois. C'est de se dire, ok, on est les rois du monde quand la mer est plate, mais quand la mer est formée, nos moyennes chutent énormément. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que moins tu vas vite, après pour les voiles, tout ça, c'est plus compliqué. Tu t'arrêtes, dès que tu t'arrêtes, faut relancer le bateau, donc tu peux pas. La stabilité, c'est très important et c'est la vitesse moyenne qui nous intéresse finalement, de faire des pointes à 50 nœuds. On me demande tout le temps la vitesse maximum du bateau. Oui, j'ai fait 51 nœuds un jour, mais ça m'intéresse pas d'aller à 51 nœuds. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller à plus de 40 nœuds moyens, ce que j'ai jamais fait avec ce bateau encore.
Donc c'est là-dessus qu'on bosse. Donc après, comment on va le faire, ça je peux pas trop vous le dire. Je pense qu'Antoine il a des idées aussi, mais il les garde pour lui et moi je les garde pour moi. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'Antoine Coche est un ancien du Voilà. Team Gitana, hein, c'est ça. Bah, Antoine a dessiné le bateau avec Guillaume, il a été responsable du bureau d'études, mais il en parlera mieux que moi du coup. Le 17. Le 17, voilà. Le 17. Antoine, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Essaye quand même. Je sais pas, tu peux répondre par oui ou par non. Oui. Ouais. Bah, je sais pas, non, mais les questions que tout le monde se pose, elles sont dans l'air du temps. Alors, C'est ni oui ni non. Ni oui ni non. Donc, bon, l'aile, il y a trop de problèmes logistiques, donc je pense qu'on va pas voir ça. Par contre, sur les bateaux de la coupe, aujourd'hui, on voit des grands voiles à double pot. On voit des grands voiles sans baume. Alors, est-ce que ça peut être une grand voile à double pot, une grand voile sans baume? C'est intéressant. Et si vous mettez pas de baume sur la grand voile, est-ce que du coup vous voudriez mettre une baume sur le J2 pour pouvoir aplatir le J2 comme ils font sur la On n'a coupe? pas pensé à tout ça. Ouais. Et puis les appendices d'ultime, il y a des gains importants à faire en cavitation et en résistance. Alors voilà, est-ce que c'est le moment de faire des appendices en acier? Ouais, c'est une bonne question. Bah oui, bah voilà, c'est les mêmes questions qu'on se pose, hein. Effectivement. Et il n'y a pas de secret, il y a plein de choses qu'on sait comment faire mieux. Après, il y a des contraintes techniques qui fait que tu peux pas te faire tout ce que tu veux. Donc c'est jamais simple. Et donc on essaie de progresser dans tous ces domaines-là, mais voilà, on peut pas rentrer vraiment dans le détail. Je suis désolé. Moi j'ai une question. On regarder un effet de surprise. J'ai une question plus générale. Est-ce que ce sera un bateau radicalement différent? Je pense que ça sera un bateau qui va. Je sais pas si ça va marcher. Non, mais je pense qu'il y aura des c'est pas ma différences question. notables. Ouais, on a des idées. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des choses qui sont bloquées. Par exemple, je sais pas si je pense que tu es au courant. Tu as dû lire la nouvelle jauge, mais on peut pas faire, par exemple, si on voulait faire une aile, on peut plus aujourd'hui parce que on a une surface maximum à respecter quand la voile est arisée de mât, donc on peut plus faire l'option L, c'est plus envisageable aujourd'hui en tout cas. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment une voie. Je pense que c'est la prochaine révolution. Je suis convaincu qu'elle se fera quand même sur les voiles, effectivement, comme on a parlé. Mais il y a des contraintes aujourd'hui qui nous empêchent de faire des choses. Et on aurait sans doute peut-être pas été capable de réaliser ça sur la course au large, une aile pour l'instant, mais ça viendra sûrement un jour. Donc voilà, mais oui, il y a des choses quand même assez différentes. Donc ça va être sympa. Que dans le look, le bateau serait très très différent, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des choses que même un novice va remarquer. Puis après, il y a des similitudes, voilà, mais oui, il y a quand même des choses intéressantes. Alors, après, on se pose tous les jours la question si ça va marcher, mais on ose. C'est un peu la philosophie. Je crois que c'était un peu l'esprit de Gitana 17. Ils ont eu de l'audace quand ils ont fait ce bateau-là. Ils ont été un peu visionnaires. Et on s'inscrit dans cette démarche-là. C'est rentrer maintenant un peu dans l'ADN de l'équipe et on a envie de faire. C'est pas forcément faire différent pour faire différent, mais on a des idées. On ose les faire peut-être plus qu'à une époque. Voilà, donc on a plein d'idées. Ouais. T'as d'autres questions, Antoine? Non, j'ai l'impression qu'il va pas répondre, alors j'arrête. Mais non, ce qui avait été, je pense, une réussite du projet Gitana 17, c'est que effectivement, Charles dit qu'il y avait de l'audace à l'époque dans les prises de décision. Oui et non, en fait, c'est vrai que c'était dans l'ADN de l'équipe d'oser faire quelque chose de différent, mais quelque chose qui n'était pas du tout déraisonnable, parce que notamment, on avait cette maquette à l'échelle 2 tiers qui était le mode 70, sur lequel on avait fait un programme de modification pour tester beaucoup de choses, et du coup on se lançait pas dans l'inconnu. C'était à la fois audacieux, mais c'était une prise de risque mesurée par rapport aux choses qu'on pouvait tester, et là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Au final, ils ont déjà une maquette à l'échelle 1 pour le coup entre les mains depuis 8 ans maintenant, donc c'est vrai que je pense que c'est un peu la première fois qu'une équipe d'Ultime a fait une V2 d'un bateau qui existe avec de l'expérience et du développement derrière. Donc, on peut s'attendre à quelques progrès, je crois. On peut pas être il a raison, on peut pas être dans le déraisonnable parce qu'aussi, un an après, on a une course. En fait, c'est ça. Parfois, on est un peu bloqué par ça aussi. Donc, on peut pas faire non plus n'importe quoi ou se lancer. On aurait aimé faire des choses beaucoup plus audacieuses on s'est dit, bon, là, il y a toujours un problème de timing. Et en l'occurrence, le timing, finalement, vous faites la Jacques Vabre 2025 On essaye. C'est chaud en timing quand même, quoi. Parce que le bateau sera mis à l'eau à l'été 2025. Chaud, c'est le bon terme, ouais. Brûlant même. Mais on essaye.
Ouais. La Je mise- pense que c'est important. Si on peut le faire, on le fera. Ouais. La mise à l'eau formelle est Septembre, ouais, septembre. mi-septembre. Ouais. Donc pour mettre au point, enfin pour faire marcher un ultime en 2 mois avant le départ de la Jaguar, c'est effectivement assez sport. Tu fais déjà beaucoup de simulateurs? Tu t'amuses déjà beaucoup Ouais, bah là, ça a beaucoup changé. En tout cas, depuis 2 ans, on a vraiment fait une révolution. En tout cas, chez nous, on a mis beaucoup d'énergie là-dessus. Et si au début, j'étais pas du tout satisfait du résultat, avec Franck, on a dû passer peut-être 2 heures sur le simulateur en 3 ans. Et là, je pense que Erwan Israël, qui est vraiment, je pense qu'il a plus navigué cette année sur le simulateur que sur le vrai bateau. Donc, on en a des heures et des heures. Et ça commence à être très intéressant. Et puis nous, ça nous permet d'avoir un vrai relationnel avec les architectes. Avant, on attendait un peu les plans, on essayait de comprendre un peu ce qu'ils faisaient, on échangeait, mais on n'avait pas de retour. Là, ils nous demandent vraiment des retours et on modifie parfois un appendice en une journée sur des détails qu'on a vus et on essaye d'autres choses et on peut en tester plusieurs dans la journée. Ça, c'est sympa, ouais. Pour nous, c'est vraiment sympa. Et sur simulateur, le bateau, le Gitana 18, il va plus vite que le 17? Ouais, sur simulateur, c'est impressionnant. Maintenant, bon, plus on avance, des fois on a des doutes, mais c'est vrai que c'est très impressionnant les gains qu'on a pu faire à certaines allures. C'est aussi pour ça qu'on a refait un nouveau bateau, parce que avant que notre patronne nous dise OK, on y va, elle voulait aussi voir si c'est pour me refaire la même chose un peu mieux. Le bateau, il y a quand même une vraie évolution. Maintenant, voilà, après, quand on construit le bateau, il y a des choses qu'on avait imaginées qui sont compliquées à faire. Et je ne sais pas si on pourra les faire aujourd'hui. Il y a certains détails qu'on aurait vraiment aimé faire. Et je ne sais pas si on arrivera à les réaliser en temps et en heure, en tout cas dans la première version. On va attendre ça avec impatience. Si vous avez des questions, on va faire circuler un micro. Alors, j'ai besoin d'un volontaire. Jean-Marie, tu peux faire circuler le micro? Parce que, ouais, je te mets la contribution. Parce que Hermine est toujours la jambe plâtrée. Vous saurez tout. Une petite décharge. Non, mais tu parles pas dans le micro, tu donnes le micro aux gens qui ont des. Attends, j'ai une question. Voilà, tu vois. Je profite du micro. C'est pas mal. Il fallait pas me le donner, me le communiquer. Moi, je voulais savoir, Antoine, si tu étais sur un projet ultime aussi. À toi de répondre. Pas encore. Mais un jour, ce serait avec plaisir. Il y a beaucoup de réponses de Normand. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Vous êtes tous. Ah oui, est-ce qu'on peut juste mettre la carte? Bah oui, on parlait d'ultime et tout, donc on va mettre la carte. J'avais juste une question. Je regardais la carto et notamment, je trouvais que Thomas était quand même un petit peu plus lent que Johan. Et je me demandais, moi, s'il n'avait pas un souci, en fait, qu'il ne le dit pas. Non, c'est l'expérience. C'est ça que j'ai compris. Alors non, je pense pas qu'il ait de soucis. Je pense qu'effectivement, la route est longue et qu'il faut ménager sa monture. Je pense aussi que là, si tu mets le vent, parce que c'est joli, on voit les bateaux sur la carte, mais Pardon. Excuse-moi. voilà. En fait, malgré tout, quand on zoome beaucoup, enfin, on a l'impression que les bateaux sont à côté, mais en fait, ils ont des conditions qui sont déjà assez différentes. Notamment hier, en fait, Thomas, il a eu une mer forte avant les autres. Donc, je pense que c'est pour ça que dans la journée d'hier, on l'a vu ralentir un petit peu avant les autres. Non, à mon avis, c'est une vraie difficulté du Vendée Globe. Hein. Je sais pas, Charles, ce que tu en penses, parce que je pense que c'était un peu pareil l'hiver dernier, mais sur un tour du monde, c'est vraiment pas facile de savoir à quelle vitesse il faut aller sur ces bateaux-là, parce que, enfin, quand au large du Brésil, le record des 24 heures est tombé de manière successive là, et au final c'est Sébastien Simon, 600, un peu plus de 610 minutes, 615, alors je sais pas quelle moyenne ça fait, c'est 23 20, bah non, 600 c'est 25, ouais, donc c'est un peu plus de 25 nœuds, mais dans les mêmes conditions à l'entraînement, Banque Image, on a des enregistrements de Thomas qui fait 34 nœuds de moyenne sur une demi-heure. Donc en fait, on est très loin du potentiel de vitesse des bateaux, même à 614 000. Donc c'est une question de gestion du matériel sur la durée, et on saura que à la fin qui a raison. Un petit mot d'ailleurs sur Sébastien Simon qui navigue avec un seul foil. Donc il a cassé le foil, si j'ai bien suivi, c'est le foil tribord au niveau du coude. Donc il a vraiment pas grand-chose qui sort. Je serais tenté de dire qu'en plus il a cassé plutôt du bon côté, parce que la remontée de l'Atlantique se fera plutôt tribord à mur, un petit peu quand même.
Alors, Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, c'est une question que je pose. Hein. La partie de la remontée de l'Atlantique dans l'Alizé se fait tribord à mur, mais tout le monde oublie un peu la fin de l'Atlantique. Par exemple, le parcours du retour à la base l'an dernier était un bon exemple. Hein. Dans l'Atlantique Nord, au mois de janvier, on peut s'attendre à avoir un flux d'ouest assez puissant. Donc, dès qu'ils sortent de la partie dans l'Alizé, en général, la flotte va faire une route assez nord, aller choper les dépressions qui circulent dans le nord et finir au portant dans la brise avec plutôt un bord rapprochant bâbord à mur s'ils sont... Il faut qu'il arrive avec un bon hiver bien froid et du nord-est pour finir sur le bord... alors le Vendée Globe en terminant avec du nord-est, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est possible de continuer à jouer dans le top 5 avec un foil en moins? Ouais, je pense que ça dépend s'il arrive à faire aussi une petite rupture météo. C'est vrai qu'à un moment, ça peut aussi jouer, mais c'est sûr que moralement, ça doit être dur parce qu'il fait quand même une course remarquable avec un bateau qui est difficile en plus. Hein, on le connaît. Et du coup, voilà, mais bon, je pense qu'il est bien, il va se battre, mais c'est quand même pas simple. Ouais. Il faudrait qu'il arrive à faire une bonne rupture météo. Parce qu'il va être quand même un temps handicapé. Je pense qu'il y a peut-être autant encore de tribord que de bâbord. Peut-être s'il faut regarder, mais statistiquement, il y a une bonne part. Donc, ça va pas être simple. Compléter, du coup, Jean-Marie, je prends le micro, je vois le micro. Il avance quand même, là, depuis samedi, à pas loin de 20 nœuds. C'est étonnant. C'était une remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'est juste pour regarder un peu plus en arrière sur la flotte. Exactement, j'allais y passer. Parce que j'ai eu des remarques la dernière fois et on parle que de la course devant. Il y a quelques bateaux. En gros, je vois sur l'arrière de la flotte, voilà, les dérives, etc. Potentiellement, est-ce qu'on peut avoir une brève analyse de Charles sur les différentes prunes qui vont se prendre à suivre? Alors, j'avoue que quand même, je travaille un peu la journée, donc je passe pas tout le temps à regarder. Et moi. J'avoue que ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se passe devant. Donc, j'ai un peu arrêté. Je roule jusqu'à Samantha Davis, voilà. Et après, je regarde plus trop ce qui se passe, donc je peux pas trop t'aider là-dessus. Mais j'ai vraiment pas regardé du tout depuis qu'il y a quand même un gros écart. Et j'étais plus concentré sur le Jules Verne depuis quelque temps que sur le Vendée Globe. Et donc, j'ai pas trop regardé ce qui se passe derrière. Non. Désolé. Peut-être Antoine, il regarde tous les bateaux. Marine. A priori, il y a quand même du vent jusqu'au Cap Lewin. Ils vont prendre plusieurs dépressions d'affilée. Et jusque là-bas, ils devraient avoir assez de vent pour avancer. Ils ne devraient pas tomber dans des phénomènes de molle. Voilà. Et puis, c'est Jean Le Cam qui est en tête des bateaux à dérive, quoi. Hein, à 65 ans. Oui, alors je crois qu'il a dit qu'il fallait pas séparer la flotte en deux, Bien que sûr. tous les bateaux étaient dans le même groupe. On fait pas ça. Hein. On fait pas ça. Mais il fait, c'est pas vraiment une surprise que Jean Le Cam fasse une super course. Hein. Puis il a justement pris une belle option ces derniers jours là, qui lui a permis de bien remonter. Et puis visiblement, il fait bien marcher son bateau, donc c'est pas vraiment une surprise, mais c'est sympa de le retrouver en tête de son groupe comme ça. D'autres questions? Je pense que Mathieu voulait qu'on parle de son skipper, qui est Sébastien Marseille, qui fait une très belle course aussi. Ah, le groupe intermédiaire sur les bateaux à foil. Pardon, excusez-moi. Donc d'abord, on a le petit duo qui est ensemble depuis. On a Charal et Jérémy Bayou et Nico Linven qui ne se quittent pas d'une semaine, hein, qui sont toujours bien placés, hein, en 5e et 6e position. Il y a ce groupe-là, donc le groupe des 10 en gros, le groupe des 8 avec Paul Mella qui le clôt. Et puis il y a toujours le petit groupe de 4. On avait Justine Métro la semaine dernière. Ils sont toujours ensemble, bien, je vais dire au chaud. Je sais pas si le terme convient. Et après, il y a quand même un gros trou avec le reste des foilers, où il y a Benjamin Dutreux, Romain Tanasio et Pip R qui eux ont quand même un paquet de milles de retard. Même pour les gens qui sont Benjamin Dutreux et Atanasio, ce groupe-là est à plus de 1600 milles de retard. Même là, il y a encore moyen de se refaire un petit peu, ou ça commence à être un peu plus compliqué. Peut-être pas sur la tête de la course, mais récupérer le groupe de devant, qui est quand même... je crois que comme disait Antoine, tous ceux qui sont à 500, 600 000 à l'échelle du Pacifique et de l'Indien, ça peut vite se reprendre. On l'a vu plusieurs fois. Mais après, il y a quand même un gros trou quand tu es à plus de 1000 milles de retard ou 1500 000. Il faudrait vraiment qu'ils aient pas de bol devant, parce que il y a beaucoup de chance derrière. Mais oui,
à l'échelle d'un ultime, 1000 ça va vite. Et je dirais qu'à l'échelle d'un IMOCA, 500 000, c'est pas non plus énorme, mais voilà, quand ça 24 heures, ça fait que 24 heures, 500 000 un peu. 36 heures, donc il peut se passer des choses, mais après, évidemment, il y a quand même un trou. Allez, une dernière question. Non, moi j'en ai une quand même, sauf si Jean-Marie, t'as une question, c'est bon. Moi, je voudrais savoir s'il y a un marin ou un bateau ou un groupe qui sort du lot pour vous, qui vous a marqué dans la manière de naviguer jusqu'ici, dans la perf jusqu'ici sur ce premier mois de Vendée Globe. Je pense que Sébastien Simon, il y a peu de personnes qui l'attendaient là aujourd'hui, et c'est une belle surprise. C'est vrai qu'il a un bon bateau qui a aussi été éprouvé et qui a fait l'Ocean Race l'année dernière, et c'est une belle surprise. C'est vrai que c'est dommage pour lui cette histoire d'Avarit Foil, parce je pense que personne l'attendait ici, donc il fait une très belle course. Charles ? Je partage le même avis. Les autres, on n'est pas tellement surpris de les voir là. Et enfin, le classement me surprend pas. Je trouve qu'il est assez logique par rapport au bateau et au potentiel des marins aussi. Donc voilà. Et Seb Simon, c'est vrai que il est excellent, on le sait, mais il n'a pas forcément le bateau le plus facile. Et puis il a un peu moins d'expérience que ceux qui l'entourent, peut-être en IMOCA. Plus petite équipe aussi, ouais. Plus petite équipe aussi. Donc pour moi, c'était une belle surprise. Il a fait une course remarquable, ouais. On sent qu'il a poussé sur le bateau, comme disait Antoine, pour faire 615 000. Je pense que dans cette période-là, effectivement, c'était un peu une surenchère quand on regardait finalement. Il y en avait un qui faisait d'un coup 19-20, l'autre qui passait à 20-21, et puis après l'autre qui faisait 22-23. On sentait qu'il y avait, puis à un moment, on sentait qu'il y en avait qui avaient levé un peu le pied. On sait que les bateaux demandent qu'à accélérer dans ces conditions-là. Hein. Antoine ? J'ai le droit à plusieurs noms, moi. Vas-y. Moi, la descente de l'Atlantique de Sam Goodchild, quand même, un peu sans faute. Ça n'a rien à voir avec le fait que t'as fait une Jacques Vabre sur le podium avec lui. Je suis parfaitement objectif. Et c'est que les bateaux sur qui. Non, et je suis objectif et sans imagination, parce que du coup, les deux autres noms que je vais citer, c'est juste parce qu'ils sont affichés devant moi. Mais en fait, ils m'impressionnent beaucoup. Je trouve que Pip Areux comme il y a 4 ans, elle fait une course absolument remarquable et elle est quand même entourée de gens qui ont sans doute beaucoup plus d'expérience de la course au large qu'elle. Et elle fait vraiment une super course et elle va souvent très vite. Et puis Damien Séguin, comme toujours, parce que voilà, c'est pareil, on ne sait pas comment il fait, mais il navigue super bien tout le temps et voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font tous les deux. Très bien, ça sera le mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. Un grand merci, on va vous applaudir une première fois. Un grand merci à tous les trois et merci en particulier à nos partenaires Arken et le Défi Azimut. C'était Jean-Marie, justement. Et tu vas venir tous les lundis soirs maintenant, Jean-Marie. En tant que partenaire de la soirée, tu viendras faire le porte-micro jusqu'à ce qu'on déplâtre Hermine, mais c'est dans 15 jours. Vous saurez tout maintenant. Merci à toutes les équipes de la Cité de la Voile et en particulier à Xavier ce soir, à qui on a fait des changements de dernière minute de logiciel pour avoir Charlie, et bien joué d'avoir réussi à faire l'interview via Telegram. Merci à Hermine, qui était aux manettes côté Tip & Shaft et qui sera remplacé la semaine prochaine, si vous voulez tout savoir. Et on se retrouve, merci à tous d'être venus si nombreux, et on se retrouve lundi à 18h30 pour le prochain enregistrement et dès le mardi pour la diffusion en podcast. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepandshaft.com.